Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice qui m'a été suggéré en commentaire par xbec9784. Je ne sais pas quel est le nom de cette personne, mais on va se contenter de ce pseudo. Et voici donc un exercice assez intéressant sur les séries entières, et plus précisément sur ce qu'on appelle des séries génératrices. Donc on appelle Pn le cardinal de cet ensemble, l'ensemble des couples entiers dans un quart de disque. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc voilà un disque. Je prends le quart nord-est avec les x et y positifs. Ce disque est de rayon racine carrée de n et on regarde donc les points entiers dans ce disque, dans ce quart de disque. On les compte, leur nombre est appelé Pn. On reparlera un petit peu de ce nombre Pn à la fin, on verra comment on peut en trouver un équivalent notamment. Et donc il s'agit de montrer que la série génératrice des Pn, qui s'exprime comme cette somme de séries entières, somme des Pnt puissance n, sur l'intervalle -1, 1 ouvert, admet cette expression. Et donc l'essentiel de la vidéo va consister à démontrer ceci. Et pour moi, ça va être l'occasion principalement de faire des rappels sur les séries entières, puisque une fois qu'on a fait les rappels, en fait, le calcul n'est pas très compliqué. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'ai à raconter après, donc sur la manière d'obtenir un équivalent des Pn, sur le fait qu'on peut en déduire un équivalent de cette quantité quand t est envers 1, et qu'après, on peut en déduire par ricochet un équivalent de cette quantité, de cette somme, quand t est envers 1, ce qui peut être fait de plusieurs manières. Donc, il faudra que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Donc voilà, alors d'abord je vais justifier l'existence des sommes qui sont en présence, celle-ci et celle-là, ça ne devrait pas être très long. Ensuite on va démontrer la formule, ça demandera un petit peu plus de temps. Puis après je parlerai des prolongements. Donc pour commencer, je rappelle ce que c'est que le rayon de convergence d'une série entière, c'est ce qui permettra d'obtenir l'existence dans un des cas. Donc quand on prend une série entière, série des ANZ puissance n, on regarde parmi les ρ positifs ceux pour lesquels le terme général nous définit une suite bornée, et on prend la bande supérieure des ρ comme ceci. Et une utilité, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le rayon de convergence, on lui associe ce qu'on appelle l'intervalle ouvert de convergence, sur lequel la somme de la série entière peut être définie, et même mieux, la série converge absolument, ce qui sera utile pour des histoires de sommabilité, de sommation par paquet et tout ça lors du calcul. Et on va appliquer ça à la série lacunaire qui apparaissait, la série des z puissance k au carré. Son rayon de convergence, c'est la borne sub de l'ensemble des ρ positifs pour lesquels la suite des ρ puissance k au carré est bornée. Et évidemment, cette suite, elle est bornée si et seulement si ρ, j'ai pris ρ positif, donc c'est si et seulement si ρ est inférieur ou égal à 1. Ce qui prouve donc que la borne supérieure ici est égale à 1. Donc le rayon de convergence de cette série entière est égal à 1. Et on en déduit, je rappelle que c'est une application du lemme d'Abel, que pour tout t dans l'intervalle ouvert -1, 1, cette série converge absolument. Alors ça pourrait être démontré aussi par des critères simples, montrer que ceci est négligeable devant 1 sur k au carré. Il y a des tas d'astuces, mais autant utiliser les propriétés du cours sur les séries entières. Alors bien entendu, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais eu de cours sur les séries entières, je vous conseille d'attendre d'avoir déjà eu un cours sur ce thème pour revenir à cette vidéo. Donc déjà, ça prouve l'existence pour cette somme-là. On va regarder maintenant l'autre propriété, et pour ça, l'autre série entière, et pour ça, je vais rappeler une propriété importante, un critère de comparaison sur les coefficients. Si AN est un grand taux de Bn, ce qui signifie, je rappelle, que module de AN est majoré par une constante fois module de Bn au moins à partir d'un certain rang, alors ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on obtient une suite bornée pour Bn ρ puissance n, ça va donner aussi une suite bornée pour An ρ puissance n, ce qui fait que ça arrive au moins aussi souvent pour cette série-là, que le terme général soit borné, que pour celle-ci, et ça donne cette inégalité sur le rayon de convergence. Je rappelle aussi un rayon de convergence de référence. Pour n'importe quelle constante alpha,
le rayon de convergence de la série des n puissance alpha fois z puissance n vaut 1, ce qui peut se démontrer de tas de manières, notamment la définition que je mentionnais tout à l'heure avec les suites bornées, ou bien la règle d'Alembert. En tout cas, ça fait partie des rayons de convergence à connaître. Et une conséquence de ça, c'est que quand on a un terme général AN un petit peu compliqué, mais qu'on peut le dominer par une puissance de n et le minorer en termes d'ordre de grandeur par une autre puissance de n, eh bien ça va nous donner, dans un premier cas, que le rayon de convergence ici est minoré par le rayon de convergence de la série des n puissance alpha z puissance n, c'est-à-dire minoré par 1. Et avec cette inégalité, ça nous donne l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire que le rayon de la série des n puissance bêta z puissance n est minoré par le rayon qu'on cherche. Et avec ces deux inégalités, on en déduit que le rayon de cette série entière est égal à 1. Donc, pour montrer qu'une série entière, parfois on soupçonne que son rayon de convergence vaut 1, si on arrive à trouver un encadrement comme ceci entre deux puissances de n, on peut conclure, et c'est ce qu'on va faire pour la série génératrice des Pn. Donc, je rappelle ici la définition des Pn. Et on va encadrer ceci entre deux puissances de n. Donc la première, c'est que dans cet ensemble, il y a toujours le couple 0,0. En d'autres termes, dans ce quart de cercle, il y a toujours ce point. Donc le rayon de convergence vaut, donc Pn vaut au moins 1. Ça, c'est n puissance 0. Et ça permet de montrer que le rayon de convergence ne pourra pas dépasser 1, d'après le raisonnement que j'ai mentionné à la diapo précédente. Et pour un encadrement de l'autre côté, je vais simplement remarquer que le disque est inclus dans ce carré de côté racine carrée de n. Et par conséquent, eh bien, l'ensemble dont on cherche le cardinal, il est inclus dans l'ensemble des points entiers de ce carré. Et les points entiers de ce carré, on peut majorer le nombre de points par ceci. Racine carrée de n plus 1, je vais expliquer pourquoi le plus 1. J'en fais encore n'importe quoi. Eh bien, parce que le nombre de points entiers sur l'axe des abscisses entre 0 et racine carrée de n, il est majoré par racine carrée de n plus 1. Il est égal à ça lorsque racine carrée de n est un entier, et ça vaut strictement moins dans les autres cas. Et puis, donc, le nombre de points entiers, ça va être donc majoré par ce nombre au carré. Ça, c'est un racine carrée de n plus 1, c'est un grand taux de racine carrée de n. On élève au carré, ça fait un grand taux de n. On peut voir par exemple que c'est majoré. Ça, c'est majoré par 2 racines carrées de n dès que n est plus grand que 1. Et au total, donc majoré par 4n dès que n est plus grand que 1. Ce qui donne bien le grand taux de n. Et donc on a obtenu le grand taux de Pn domine le 1 et dominé par n. Donc avec le raisonnement expliqué un peu plus haut, le rayon de convergence de cette série entière est égal à 1. Et par conséquent, on peut définir la somme de séries entières sur l'intervalle moins 1 ouvert. Notez d'ailleurs que la minoration ne servait à rien si le but était juste de montrer que la somme de la série entière est bien définie sur moins 1 ouvert et que la série converge absolument aussi. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer au calcul. Et pour le calcul, donc on va commencer par élever au carré cette somme. Pour ça, donc, je la multiplie par elle-même et je prends deux noms différents d'indices pour pouvoir développer un produit. Et on sait par le petit théorème de Fubini, dans le cours sur les familles sommables, que ça se développe directement en une somme indexée par le couple KL dans N2, comme ceci. Donc, c'est une propriété, donc, développement du produit de deux séries absolument convergentes, de deux sommes de séries absolument convergentes, et une somme comme ceci, maintenant, réclame une sommation par paquet, c'est-à-dire que là, on a une somme de t à des puissances entières, et on va regrouper ensemble tous les t puissances un entier donné. Donc ça nous invite à considérer les paquets dans lesquels k au carré plus l carré est égal à un entier n donné. On voit que ça va commencer à ressembler à la question géométrique qui nous occupait au début. Donc je vais introduire ces ensembles. Je vais appeler IN l'ensemble
des couples KL d'entiers dont la somme vaut n. Et si on prend le dessin que j'ai fait tout à l'heure, il s'agit de l'ensemble des points entiers, non plus sur le disque, mais sur le cercle. Alors souvent, il n'y en a pas beaucoup. Il peut même arriver qu'il n'y en ait pas du tout. Si vous prenez n égale à 2, c'est un très mauvais exemple. Je vais prendre plutôt n égale à 3. Je vous invite à vérifier que l'ensemble I3 est vide. Et plus généralement, l'ensemble I indice 4P plus 3 va toujours être vide. Alors ça nous amène à la question de quels sont les entiers qui s'écrivent comme somme de 2 carrés. Et bon, ce n'est pas le thème de cette vidéo, mais ça peut être un sujet très intéressant que je vous invite à creuser par ailleurs. En attendant, donc, là je vais regarder simplement d'un point de vue théorique. Cet ensemble, je l'appelle IN, son cardinal, je l'appelle CN. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les ensembles IN réalisent une partition de N2, c'est-à-dire que chaque couple de N2 appartient à exactement l'un des IN, c'est celui pour le N égale à K carré plus L carré. Ces ensembles sont 2 à 2 disjoints, leur réunion est égale à N carré. Et grâce à cette partition, et grâce aussi à la convergence absolue qui a lieu ici, le fait qu'on soit en présence d'une famille sommable, on va pouvoir réaliser la sommation par paquet. C'est-à-dire que la somme totale des t puissance ceci quand le couple Kn varie dans n carré, je la décompose en la somme sur chacun des paquets. Le paquet étant indexé par n, je fais la somme pour n variant de 0 à plus l'infini. Maintenant, si je regarde cette somme partielle, cette somme sur le paquet IN, eh bien dans cette somme, l'exposant k au carré plus l au carré vaut n. Donc cette somme ici s'écrit somme sur tous les couples KL dans l'ensemble IN de t à la puissance n. Donc dans cette somme, tous les termes sont égaux entre eux. T puissance n ne dépend pas du couple KL. Et quand on fait une somme où tous les termes sont égaux entre eux, cette somme vaut le terme général fois le nombre de termes, c'est-à-dire ici t puissance n fois Cn, Cn étant le cardinal de IN. Et donc, cette partie-là, qui est égale par ailleurs au carré, comme on l'avait vu au début de ce calcul, de cette somme. Donc pour le moment, ça vaut cette somme des CNTN, où Cn est le nombre de points entiers sur le cercle de rayon racine carrée de n, en disant de points entiers à coordonnées entières positives. Dans la question qui nous occupe, il nous reste à multiplier par 1 sur 1 moins t, et lui, on sait qu'il vaut somme dt puissance n pour n variant de 0 à plus l'infini. On sait aussi que la série est absolument convergente. Donc on va pouvoir conclure en développant le produit de ces deux sommes. Et cette fois, on va le faire de manière un peu plus directe en appliquant le produit de Cauchy. Donc le produit de Cauchy, je rappelle la formule générale, somme des ANT puissance n fois somme des BN à la fois t puissance n. Dans le cas où l'on sait que les deux séries convergent absolument, c'est la somme des quelque chose fois tn, le quelque chose étant la somme des AKBN-K, ce qu'on appelle parfois aussi un produit de convolution. Donc j'applique ceci en prenant AN égale à 1, BN égale à CN, ce qui fait que quand je développe ce produit, le coefficient, c'est juste la somme des CK. Et la dernière étape, c'est de vérifier que la somme des CK est égale à t puissance n, ce qui géométriquement doit bien se voir, puisque, donc je rappelle ce que, je vais mettre ici racine carrée de n, ce qu'on a expliqué précédemment, c'est que, donc là on a regardé les points entiers là-dessus, et on va regarder tous les points entiers qui précèdent. Et donc ce qui va se passer, c'est que donc, quand on regarde, donc Pn c'est le cardinal de cet ensemble, mais cet ensemble, donc les xy entiers positifs tels que x carré plus y carré soit plus petit que n, ben, ça peut se partitionner. On partitionne cet ensemble en prenant les x et y tels que le x carré plus y carré, le rayon au carré
du cercle soit égal à un entier k donné, cet entier k pouvant être compris entre 0 et n. Donc avec cette partition d'un ensemble dont le cardinal vaut Pn, comme donc une réunion disjointe d'ensemble dont le cardinal vaut Ck, ça nous donne que Pn est égal à la somme des Ck, et en reportant ça dans la formule précédente, on peut conclure à la formule qui était demandée depuis le début. Et donc, je pourrais terminer la vidéo ici en disant, ça y est, on a résolu l'exercice, tout va bien, mais je voudrais vous montrer qu'il y a d'autres choses à dire. Donc en particulier, on peut trouver un équivalent de Pn, comme j'annonçais au début. On peut en déduire un équivalent de cette somme. On peut en déduire un équivalent de cette somme. Et en fait, il existe une autre méthode bien plus classique pour trouver un équivalent de cette somme. Bon, j'en suis déjà à 15 minutes de vidéo. Je vais essayer de faire tenir ça en un quart d'heure. Donc je pense que je vais zapper une bonne partie des démonstrations. Donc pour trouver un équivalent de Pn, en fait, pense que je ne vais pas faire la démonstration et que je vais me contenter de vous proposer un argument géométrique. Alors attendez, est-ce que j'ai la possibilité de créer une nouvelle page? J'aurais bien aimé. Ah, il ne me propose pas une nouvelle page. Bon, voilà, j'ai encore utilisé un outil à la portée limitée. Donc ce que je vais faire pour vous expliquer comment on peut trouver un équivalent de Pn, c'est un argument, comment on peut deviner ceci. Alors comment est-ce qu'on trouve ça? Donc, on a 0, racine carrée de n, on a des points entiers comme ceci. Et ce que je vais dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un point de coordonnées entière, comme celui-ci, je vais lui associer le carré le carré de côté 1, dont ce point est le côté au sud-ouest. Ce qui fait que, par exemple, donc le point de coordonnées 0, 0, il va me colorier ce point-là, le point de coordonnées 0, 1 va me colorier ce carré, et ainsi de suite. Et donc, quand je vais compter tous les points à coordonnées entières dans ce disque, si je colorie tous les carrés correspondants, je vais obtenir donc une région comme ceci, qui est une sorte de version pixelisée du quart de disque. Et donc Pn peut être vu comme l'aire du quart de disque pixelisé. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et dans l'idée, quand on va donc prendre l'aire de tout ce que j'ai eu, il va y avoir évidemment quelque chose qui dépasse par rapport au disque réel, mais quelque chose qui va être une approximation, c'est-à-dire que ce qui dépasse ici va être négligeable par rapport à la partie véritablement commune entre le véritable quart de disque et le quart de disque pixelisé. Pour ça, on pourrait évaluer que ce qui dépasse doit être de l'ordre d'à peu près racine carrée de n, alors que l'aire du disque réel vaut un quart de pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire un quart de pi n. Donc un quart de pi n, c'est l'aire du quart de disque. Pn, c'est quelque chose qui est un petit peu plus grand, mais il doit être possible de démontrer que Pn est équivalent à ceci. Et on devrait même pouvoir montrer que ce qui dépasse, comme je disais, est un grand taux de racine carrée de n, mais je n'ai même pas envie d'être aussi précis. Alors comment est-ce qu'on pourrait le démontrer? Comme je disais, je ne vais pas donner tous les détails, mais ce qu'on pourrait faire, c'est regarder ce qui se passe dans le cas où n est un carré parfait, c'est-à-dire P indice S carré. Et on pourrait avoir une expression explicite de P indice S carré et reconnaître que quand on met en facteur le n, c'est-à-dire S au carré, on fait apparaître quelque part une somme de Riemann et le 1 quart de pi qui est l'aire d'un quart de cercle apparaît comme une intégrale dans le passage à la limite de la somme de Riemann. Je vous laisse combler les détails de ceci et je vais me contenter d'admettre cela. Autre chose qui est un exercice à part entière,
Donc un exercice sur les séries entières. Si je prends des nombres AN, BN positifs, je suppose que les rayons de convergence sont égaux à 1 et que AN est équivalent à BN. Et par ailleurs, je vais supposer que la série des AN est divergente, c'est-à-dire que la somme des AN est infinie. Et avec l'équivalence, de toute façon, le rayon pour la série des BNT puissance n est également égal à 1, et la série des Bn est également divergente. Donc ça, c'est mes hypothèses, tout ce que je viens de donner ici. Et la conclusion, c'est que la somme de la série entière, donc là on part de la fonction associée, les deux sommes des séries entières sont équivalentes en 1. Donc tout ça, ça fait partie de ces démonstrations analogues à celles du théorème de Césaro, avec des epsilon et tout. C'est un bon exercice, mais comme ce n'était pas le thème de cette vidéo, je ne vais pas le démontrer non plus. Et donc grâce à ça, eh bien, on peut conclure que la somme des Pn t puissance n est équivalente. Ah oui, parce qu'en fait, la série des Pn t puissance n a effectivement un rayon de convergence égal à 1, et la somme des Pn est infinie. La série des Pn est grossièrement divergente. Donc on en déduit que la somme de cette série entière est équivalente à somme des 1 quart fois pi fois nt puissance n. Et là, donc je vous laisse combler les détails en utilisant la série géométrique, le théorème de dérivation terme à terme. Je vous laisse voir que ceci vaut 1 quart de pi fois t sur 1 moins t, le tout au carré. Il va falloir que je fasse de la place là. Je pense que c'est en train de devenir complètement illisible. Donc, je fais un petit peu de place. Je disais donc cette somme vaut 1 quart de pi qui reste en facteur fois t sur 1 moins t, le tout au carré. Et puis le t qui tend vers 1 au numérateur, il est donc équivalent à 1. Donc ça, à son tour, c'est équivalent à 1 quart de pi sur 1 moins t, le tout au carré. Et par conséquent, quand je reporte ceci dans la formule qui a été démontrée dans l'exercice dont on vient de parler, je simplifie par 1 moins t, je passe à la racine carrée en utilisant le fait que quand t tend vers 1, ceci est positif, et j'obtiens cet équivalent. La somme des t puissance k au carré, lorsque t tend vers 1, est équivalente. Alors d'abord, ceci au carré, c'est équivalent à 1 quart, alors on va dire pi sur 4. Je sais qu'il y a des gens qui prononcent pi quart, et pourquoi pas. Bon, ça c'est pas dans mes habitudes, peu importe. C'est équivalent à ceci, et donc comme je disais, quand t tend vers 1, cette quantité est positive. Donc quand on prend la racine carrée, il n'y a pas de petite subtilité avec des valeurs absolues, et on obtient finalement comme équivalent racine carrée de pi sur 2 fois racine carrée de 1 moins t. Donc ça peut être une manière de prolonger l'exercice dont il était question, mais bon, quelqu'un qui a eu un cours sur les séries entières souvent a eu un cours au préalable sur les séries de fonctions et a vu que souvent quand on cherche des équivalents de somme de séries de fonctions en une borne un petit peu problématique, on utilise une autre méthode pour utiliser des équivalents qui est un encadrement par des intégrales. Donc je vais rappeler là aussi, sans faire tous les détails, comment on peut obtenir cet équivalent par une autre méthode. Et pour ça, je vais regarder un endroit où il me resterait un peu de place. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai un petit peu de place? Pas tellement. Ah, peut-être sur cette page. Donc sur cette page, il faut que je pense, dans une prochaine vidéo, si je prépare comme ceci un diaporama, il faut que je pense à me laisser des pages vides à la fin.
Donc le but, c'est de trouver un équivalent de ceci quand t tend vers 1. Et pour ça, l'astuce, c'est d'encadrer cette somme entre des intégrales. Pour ça, si on prend un t strictement positif, eh bien, cette somme peut s'écrire somme des exponentielles k au carré fois log de t. Et quand je dis t strictement positif, il ne faut pas oublier non plus que t est strictement plus grand que 1. Donc là-dedans, log de t est strictement négatif. Et dans cette somme, il ne faut pas perdre de vue le fait que t est une constante et que k est la variable. Donc ça, je vais l'appeler, mettons, phi indice t de k, où phi indice t est la fonction qui envoie un nombre u sur exponentielle u carré log de t. Et ça, c'est une fonction qui est décroissante du fait que log de t est strictement négatif. Et là encore, c'est un argument classique pour une fonction décroissante comme celle-ci, que quand on regarde sa valeur en un point, pardon, là, ce que j'ai dessiné en abscisse, c'est pas phi t de k, mais k. Phi t de k est l'ordonnée, et on peut l'interpréter comme la hauteur de ce rectangle, ou comme la hauteur de ce rectangle, à condition de se donner une largeur 1, comme ceci. Et avec ça, donc mettons que cette somme, je l'appelle f de t, eh bien, il est classique, en encadrant chaque terme de la somme par des intégrales, d'arriver à un encadrement. Donc je vais vous donner directement entre quoi et quoi on encadre. Je ne vais pas faire le détail. On va encadrer entre l'intégrale de phi t de u du et donc, quand on minore tous les termes, et quand on majore, il faut toujours faire attention au premier terme qui ne peut pas être majoré par quelque chose de similaire. Donc le premier terme de la somme, on le garde tel quel, il se trouve qu'il vaut 1. Et ça donne cet encadrement. Et il reste juste à vérifier que le 1 qui dépasse est négligeable devant ceci lorsque t tend vers 1. Et bon, dans le cas qui nous occupe, on va regarder ce que vaut cette intégrale. Donc l'intégrale de phi indice t de u du. Je crois que je dois avoir la chaîne de maths la plus cheap au niveau technique. Donc ça fait intégrale de log de t fois u carré. Et en fait, je vais écrire moins, je vais réécrire cette chose, intégrale de moins log de t fois u carré du. Alors si je l'écris sous cette forme, c'est parce que moins log de t est positif, est strictement positif, et ça appelle le changement de variable v reçoit moins racine carrée de moins log de t fois u, et je prends un coefficient strictement positif pour que le changement de variable soit strictement croissant et que ça préserve l'ordre des bornes. Donc avec ça, on obtient comme expression de cette intégrale 1 sur racine carrée de moins log de t fois intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins v carré dv. Et là, il y a deux choses à reconnaître. L'une d'elles, c'est savoir que cette intégrale vaut 1,5 de racine carrée de 2. C'est la constante qu'on avait trouvée dans le raisonnement précédent. Et une autre, c'est de se souvenir que lorsque t tend vers 1, log de t, qu'est-ce que c'est que cette horreur, log de t, quand t tend vers 1, c'est équivalent à t-1, et par conséquent, racine carrée de moins log de t est équivalent à racine carrée de 1 moins t, quand t tend vers 1. Et donc, en mettant bout à bout toutes les choses que j'ai dites et présentées de manière très brouillonne, on arrive au même équivalent que tout à l'heure, au fait que ce que j'avais appelé f de t soit équivalent à la constante racine carrée de pi sur 2 divisé par racine carrée de 1 moins t. Et d'une certaine manière, on pourrait y voir, si je reviens à la page précédente, une méthode pour démontrer que cette intégrale vaut racine carrée de pi sur 2. C'est-à-dire qu'on a deux manières d'obtenir l'équivalent. En effectuant le quotient, on obtient quelque chose qui tend vers 1, et par unicité de la limite,
on en déduit que cette intégrale vaut racine carrée de pi sur 2, ce qui n'est certainement pas la manière la plus efficace de le démontrer, mais bon, à ce stade, tout tourne un petit peu en rond. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à faire d'autres suggestions d'exercices.